Eh bien, nous avons ces dernières 48 heures, hein, le monde spatial a bougé sans que la plupart des gens s'en aperçoivent. Donc, c'est pas un gros titre à la une, pas de conférence de presse hollywoodienne, juste deux annonces techniques presque discrètes. Le Japon qui réussit son tout premier vol d'essai d'une fusée réutilisable et la Chine qui, la veille, attrape son booster orbital dans un filet géant en mer, comme si c'était une partie de pêche du dimanche. Donc, le truc, c'est que ces deux événements ne sont pas des coïncidences, ce sont les deux premiers vrais signaux que l'hégémonie de SpaceX sur la réutilisabilité touche à sa fin. Et la façon dont ils l'ont fait, avec la précision d'un horloger, l'autre avec l'audace d'un ingénieur qui n'a pas peur de réinventer la roue, ça dit tout sur les deux civilisations qui arrivent. Donc on va regarder la différence de philosophie. Le Japon ne cherche pas le spectaculaire tout de suite, il cherche la maîtrise parfaite du petit geste. Donc on va regarder ça. Ah, attendez, j'avais pas mis le son sur mes écouteurs. Voilà. Hop. Donc 11 mètres de hauteur, 16 mètres de déplacement horizontal, atterrissage propre. Donc c'est minuscule, c'est presque ridicule à côté d'un Falcon 9, mais c'est exactement pour ça que c'est important. Donc le RVX de la JAXA, hein, 7,3 mètres de long, 1,8 mètres de diamètre. Moteur qui a déjà encaissé 165 tests de combustion, 4 jambes d'atterrissage avec absorption de choc. Donc ils l'ont fait décoller, planer, se déplacer latéralement et reposer sans problème au centre du test de Noshiro. Donc c'est le premier vrai vol contrôlé d'un prototype réutilisable japonais. Donc c'est pas un Hoover statique, c'est un vrai petit déplacement. Et le truc que personne ne dit, c'est que le Japon n'a jamais eu vocation à copier SpaceX. Ils ont toujours fait les choses à leur manière. Donc de façon lente, obsessionnelle, incrémentale. Donc il suffit de regarder Honda, qui est le premier le constructeur automobile en juin 2025. Et déjà, leur filiale de recherche et développement a fait atterrir et voler à 271 mètres d'altitude un engin de 6,3 mètres avec une précision de 37 centimètres. Donc un constructeur de voiture qui entre dans la danse spatiale, ça te dit quelque chose sur la profondeur des compétences japonaises en contrôle de stabilité, en matériaux légers et en gestion énergétique. Et donc, pour continuer, ce n'est pas un coup d'essai isolé, hein, c'est la première brique d'un programme plus large avec l'Europe, le projet Callisto, hein, qui vise à mûrir les technologies pour un lanceur réutilisable. Donc c'est la même vidéo. Le Japon ne veut plus dépendre 100% de SpaceX pour ses satellites de sécurité nationale, ils veulent leur souveraineté de lancement. Et ils la construisent brique par brique avec la même obstination qu'ils mettent à fabriquer des voitures qui roulent 1 million de kilomètres. Donc maintenant, on va piloter directement parce que 24 heures plus tôt, de l'autre côté de la mer, la Chine a fait quelque chose que personne n'avait encore jamais réussi. Il suffit de regarder les images. 这时候防护声已经起来，这时候基本上已经10拿9稳了。挂口机构展开，非常漂亮，这是最后一步， Pourquoi les images 是很稳。这时候挂钩也展开，我们就可以叫这个悬停嘛，准悬停，我们停在这个网系上。 Donc, il suffit de voir la séquence de drone. Là, le booster de la Longue Marche 10B descend verticalement au-dessus de la mer de Chine méridionale. 6 minutes après la séparation, il allume ses moteurs pour se positionner, déploie 4 crochets et se fait attraper par un immense filet tendu sur un navire de récupération. Donc, pas de jambes d'atterrissage massif, pas de système de pince comme les chopsticks de SpaceX. Un filet, une idée complètement différente. Et c'est la première récupération réussie d'un booster orbital de classe orbitale par la Chine. Et c'est la première au monde avec cette méthode de filet. Donc le Long March 10B, 63 mètres, hein, 760 tonnes au décollage, capable de mettre 16 tonnes en orbite basse en version réutilisable. Il a largué son satellite, le booster est revenu et a été capturé. Et donc l'agence chinoise annonce déjà qu'elle compte le réutiliser avant la fin de l'année. Donc c'est là que c'est intéressant. C'est le génie du système, c'est la simplicité structurelle. Plus besoin de concevoir des jambes ultra résistantes, ultra lourdes, qui doivent encaisser l'impact et rester fonctionnelles après plusieurs vols. Donc le filet absorbe l'énergie et le booster peut être plus léger, donc plus de charge utile dans l'espace. Et le système est plus tolérant aux petites erreurs de positionnement. Donc en mer, avec un bateau qui peut ajuster sa position, tu élargis la fenêtre de capture.
Donc c'est typiquement chinois, hein. Ils regardent ce que fait l'Occident, ils prennent le problème et ils trouvent une solution d'ingénierie radicalement différente qui colle à leurs contraintes industrielles et géographiques. Donc moins de masse égale plus de performance, moins de complicité mécanique sur le booster égale plus de fiabilité et de rapidité pour repartir directement. Et donc, et pendant qu'on y est, ils ont aussi réussi le lancement orbital complet plus récupération en un seul vol inaugural, hein. Le satellite est en orbite, le booster est récupéré, mission complète, et ils disent déjà qu'ils veulent le remettre en vol avant décembre. Donc c'est le rythme qu'ils visent. For nearly a decade, only one player on Earth could send a rocket to orbit and land its booster back: SpaceX. As of today, that club has a second member, China. On July 10th, the brand new Long March 10B lifted off on its maiden flight from Hainan Island, put a satellite into orbit. Then its first stage booster turned around and flew itself back down. Unlike SpaceX's Falcon 9, which lands vertically on deployable legs, China's Long March 10B booster used a different recovery method. The booster deployed a hook mechanism and was caught by a net of tension cables on a special recovery ship, the Linghangzhe, a world first. It stands 63 meters tall, burns kerosene through 7 first-stage engines, and can carry 16 tons to low Earth orbit in reusable mode. China plans to fly this same booster again by the end of the year, so why is everyone chasing reusability? The first stage is the biggest, most expensive part of a rocket. Throwing it away after one flight is like scrapping an airliner after a single journey. SpaceX proved the economics. Its Falcon 9 boosters have now landed more than 600 times. One has flown a record. Ouais, ils sont quand même en avance, SpaceX, hein, c'est vrai qu'ils ont quand même 10-15 ans d'avance. Let the company undercut rivals and Ça leur laisse une marge confortable. Cheap, rapid launch makes mega constellations Mais les Chinois possible. ont énormément d'ingénieurs National security. et Long March plusieurs is the same rocket family China plans to use to land astronauts on the agences 21st. spatiales, donc, This race et was surtout not des about entreprises money. privées It's about qui who commencent à se controls monter. access to space. Donc maintenant, la vraie question, c'est celle que tout le monde devrait se poser. C'est qu'est-ce que ça change vraiment, hein. SpaceX a prouvé que la réutilisabilité était possible à grande échelle, mais ils l'ont fait avec une philosophie très américaine. Donc atterrissage autonome sur jambes, précision extrême, itération ultra rapide. Le Japon arrive avec la précision chirurgicale et la collaboration internationale. La Chine arrive avec l'audace systémique et l'innovation de rupture sur la méthode de récupération elle-même. Et le résultat, c'est que dans les 5 prochaines années, on va probablement voir les coûts de lancement baisser encore plus fort, puisqu'il y aura de la concurrence. Donc plus de pays vont pouvoir se payer des constellations de satellites sans passer par la case payer SpaceX à chaque fois. La Chine va pouvoir accélérer son programme lunaire habité avec des lanceurs réutilisables. Le Japon va sécuriser ses propres accès à l'espace pour ses besoins de défense et de recherche. Et le plus intéressant, c'est que ces deux approches ne s'excluent pas. Elles se complètent complètement. Le filet chinois pourrait inspirer des solutions hybrides. La précision japonaise pourrait servir à des atterrissages sur d'autres corps célestes. Donc tout le monde regarde tout le monde et tout le monde accélère. Donc c'est une période hyper fascinante. Et ce qu'on voit là, ce n'est pas juste 2 tests techniques, c'est le début de la fin du monopole de pensée sur la façon de faire revenir une fusée du ciel. SpaceX a ouvert la voie, mais les règles du jeu ne lui appartiennent plus exclusivement. Donc le Japon apporte la rigueur millimétrée, la Chine apporte l'audace structurelle, et les deux ensemble disent au reste du monde, vous pouvez y arriver aussi, et vous pouvez le faire différemment. Donc le vrai basculement n'est pas technique, il est stratégique. Celui qui maîtrise la réutilisabilité à bas coût contrôle l'accès à l'orbite. Et contrôler l'accès à l'orbite en 2026, c'est contrôler une partie de l'économie future, de la sécurité nationale et de l'influence planétaire carrément. L'influence se jouera dans l'espace et sur Terre. Donc le Japon et la Chine viennent d'entrer dans la partie, pas en copiant, en apportant leurs propres armes. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux que n'importe quel monopole, que n'importe quelle copie. Donc restez lucides, je vous dis à la prochaine. À très bientôt, ciao.